Donc, je commence. OK. OK. Donc, on va voir l'approche diagnostique des crises néonatales. Je commence par la bibliographie. On s'est référé dans quelques articles. On a essayé qu'ils soient des articles récents, en se référant surtout à des articles publiés par Dr Maria Roberta Silvio. Donc, et selon la littérature, on a trouvé que les crises néonatales sont une urgence neurologique très fréquente. Excusez-moi, j'ai une question parce que moi, je ne fais pas partie de CIDS, donc il y a des choses que je ne sais pas. Mais donc là, c'est quelque chose que vous préparez et Oui. que vous allez après enseigner aux autres, c'est juste. Bon, normalement, c'est la conduite à tenir devant une crise néonatale. Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Oui. Mais ce que je pense, comme vous l'avez présenté, donc ma suggestion, une chose ce que vous avez écrit, c'est bien, la bibliographie, merci d'avoir choisi aussi des papiers, il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont écrit, même mieux que moi. Mais donc, en tout cas, je pense qu'un message qui est relativement nouveau et que vous montrez ici, mais je pense que doit être souligné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, la première approche qui a changé, c'est la différenciation entre les crises néonatales aiguës provoquées, donc encéphalopathie hypoxique-ischémique, stroke, infection, hypoglycémie et les épilepsies à commencement néonatal. Vous pouvez garder la dia comme vous l'avez faite, mais je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas encore. Vous le savez, mais je pense que c'est un message important. Ça, c'est un grand changement par rapport au passé. Oui, tout à fait, docteur, mais on va voir, c'est ce qu'on va voir. On va essayer qu'on a dit que la majorité des crises néonatales, comme vous avez dit, ce sont des crises aiguës provoquées et qui ne répondent pas aux critères de diagnostic d'épilepsie, qui est défini par deux crises provoquées séparées de plus que 24 heures, ou bien une crise provoquée avec la probabilité d'une autre crise qui est similaire à la probabilité, au risque de récurrence. Je ne pense pas que ce dernier paragraphe ne s'applique pas aux nouveau-nés. Vous ne pouvez pas attendre la deuxième crise 24 heures à part. Donc, je ne sais pas si… C'est un peu différent le concept. Il y a des nouveau-nés qui ont des crises parce qu'ils ont une HAI ou un stroke ou une infection. Il y en a d'autres pour lesquels les crises sont le premier symptôme d'une épilepsie à commencement néonatal. Mais les critères pour le diagnostic d'épilepsie, ce n'est pas comme pour les enfants plus grands et les adultes. Je ne pense pas, je ne mettrai pas ça comme deuxième paragraphe. Parce que vous ne pouvez pas dire at least ou un provoxy sur la situation, le contexte dans une unité de soins intensifs néonatales est complètement différent. Les gens n'attendent pas à avoir une autre crise à partir 24 heures après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment un contexte différent. Donc ça, si vous voulez enlever ce paragraphe, vous mettez un peu highlight, vous le mettez en jaune et on va en discuter en présence. Parce que je pense qu'il y a un problème de concept. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas facile parce que, un, c'est nouveau. Deux, il faut avoir passé beaucoup de temps aux soins intensifs néonataux pour comprendre ça mieux, pour comprendre le contexte, et ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'il doit être un peu discuté. Mais si vous le dites comme ça, c'est pas correct dans ce contexte. Ok.
Et même l'âge de début des crises néonatales, j'ai trouvé que la définition de la période néonatale, c'est jusqu'au 28e jour après la naissance. Mais on a plusieurs crises épileptiques et syndromes épileptiques qui peuvent apparaître après. Ça, c'est aussi un problème sur le plan clinique pour réparer l'âge de début des crises néonatales. Je passe? Oui, d'accord. Donc, Oui, ça, mais bien sûr, merci, merci. Oui. donc ça, comme elle a dit, donc tu le mets en couleur, c'est des points à discuter. une À fois par discuter. mois. Ouais. Oui, et c'est bon, ce contenu de diapo, il est en se référant à cet article. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, ok. Donc, ces notions sont mises à l'introduction. Ok. Donc, face à une crise néonatale, on doit classer la crise néonatale en se référant à la présentation clinique, faire le diagnostic et le diagnostic différentiel. Il faut préciser le type de crise et préciser s'il s'agit d'un syndrome épileptique. Pour ces étapes, on doit après la présentation clinique, le diagnostic différentiel, on doit faire et demander un EEG et même avec, amplitude intégrée. Et à la fin, si on a confirmé qu'il s'agit d'une crise néonatale, il est divisé en deux parties, soit une crise électroclinique ou bien une crise électrographique uniquement. Pour les crises électrocliniques, ils peuvent être de type moteur, tels qu'automatisme. Excusez-moi si vous interromps, c'est juste parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais est-ce Oui. que vous avez, vous, des exemples de ça? Est-ce que vous pouvez tout repartir en arrière? Oui. Alors, est-ce que vous avez expérience de EG amplitude intégrée? Non. Et la partie EEG, c'est parce que là, on est en train de faire en sorte que le meeting, ce soit le plus utile possible. Alors, donc, si vous ne l'avez pas, je dois le porter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut écrire parce que vous ne pouvez pas parler de EG amplitude intégrée si vous ne savez pas de quoi on parle. Donc, je dois porter des EG amplitude intégrée. Si vous avez le temps, entre-temps, si quelqu'un d'entre vous a des rapports avec des néonatologues, peut-être eux, ils utilisent un CFM. Ils appellent aussi CFM, Cerebral Function Monitoring. Et donc, ça, c'est une chose, je pense qu'il faudrait voir des exemples. Et la deuxième chose, si vous allez à la slide d'après, à la dia d'après, la suivante. Oui. Alors, est-ce que vous avez des exemples, même s'ils ne sont pas parfaits, on peut en discuter, mais est-ce que vous avez des vidéos de ce différents types de crises? Non. Je ne sais pas pour ma Si, collègue Amel. pour quelques-unes, oui, on peut avoir quelques exemples réels. Donc, il vaut mieux faire ça, des on peut discuter illustrations. sur ça. Moi, j'amène les miens et comme ça, on discute sans que je les vois avant. Comme ça, je peux vous dire ce que je pense de vos vidéos et comment je les interpréterai. Okay. Oui. Oui. C'est pas important si c'est une belle vidéo, moins belle, si on voit, mais moi, je pense que ça serait utile pour vous, peut-être si on revoyait ensemble non seulement mes exemples, mais aussi ce que vous avez. Parce que pour le nouveau-né, c'est beaucoup plus difficile que pour l'enfant plus grand. Vous êtes des neuropédiatres, des pédiatres, et je suis sûre que vous avez vu des enfants avec des spasmes, mais peut-être pour les crises d'une époque néonatale, période néonatale, c'est plus difficile. Donc, si vous avez du matériel, on pourrait le revoir ensemble. Ok. Oui.
Donc, la classification des crises néonatales selon l'ILAE 2017, soit de type moteur, qui englobe les automatismes, les crises cloniques, les spasmes épileptiques, les myoclonies et les cloniques, soit des crises non motrices, ce sont des crises autonomiques et des crises behavior arrest, ou bien des crises séquentielles, ou bien des crises inclassables, ou bien ce sont des crises électrographiques uniquement. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, absolument. Oui. Est-ce que cette classification elle est adaptée et elle est Oui, ça c'est la dernière classification qu'on a écrite, mais je pense qu'il faut des exemples. Je pense qu'il faut voir comment vous la mettez en place, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est assez difficile de faire ça, mais je pense que c'est important. Donc, je pense qu'en quelque manière, que ce soit une vidéo sur un téléphone, ou voir avec le néonatologue, mais la difficulté, c'est d'avoir des exemples, c'est d'avoir, même pas des exemples, c'est d'avoir du matériel sur lequel travailler en pratique. Parce que moi, mon goal, ce que je voudrais, le but, c'est que vous sortez avec une expérience sur le champ, que vous savez regarder un nouveau-né qui a des mouvements et dire ça c'est une crise et ça c'est pas crise. Lire sur le papier, je pense que c'est utile pour avoir une structure, mais il faut revoir du matériel ensemble. Moi, j'ai mon matériel qu'évidemment je vais amener, mais je pense que ça serait bien pour vous et si vous êtes en contact avec des néonatologues et pour les néonatologues d'avoir du matériel, peu importe que ça soit bien enregistré, mais comme ça, on peut travailler sur votre matériel ou au moins, on peut travailler sur mon matériel, mais aussi sur votre. Okay. Oui, tout à fait. En fait, pour les crises motrices, on doit préciser et continuer la description. S'il s'agit d'une crise unilatérale, bilatérale, asymétrique pour les automatismes. Pour les crises cloniques, est-ce qu'il s'agit de crise focale, multifocale ou bilatérale? Pour les spasmes épileptiques, s'agit-il d'un spasme unilatéral ou bien bilatéral asymétrique? Pour les crises myocloniques, s'agit-il de crise focale, multifocale, bilatérale asymétrique ou bilatérale symétrique? Et enfin, pour les crises toniques, il faut décrire s'il s'agit et préciser s'il s'agit d'une crise focale, bilatérale asymétrique ou bien bilatérale symétrique. Et dans tous les cas, il s'agit de crise à début focal, qui soit électroclinique ou électrographique uniquement. Et selon la classification des crises néonatales et des syndromes d'épilepsie, on doit préciser les étiologies qui peuvent être hypoxo-ischémiques dans le cadre d'une encéphalopathie hypoxo-ischémique structurelle qui englobe surtout les causes vasculaires et les malformations cérébrales, les causes génétiques, infectieuses, métaboliques, ou bien c'est une cause qui reste inconnue. Oui, on détermine si c'est le syndrome épileptique pour... Excuse-moi, Sihem. Oui. Mais je pense que ça manque la partie pratique, c'est-à-dire comment tu vas faire la démarche étiologique, quel bilan il faut demander, ou bien tu vas présenter de façon générale et après tu vas donner la démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut chercher à l'examen, sur l'histoire, les éléments en faveur des étiologies. Oui, normalement, on a sur le plan pratique, on a divisé la présentation en 3 parties. Une partie clinique, une partie électroencéphalographique et une partie génétique. Pour la partie clinique, elle est divisée entre moi et Dr Amal Lache. Dr Amal Lache, bien sûr, c'est la période néonatale avec tout ce qui est aigu, hypoxo-ischémie et tout ce qui est hypoglycémie. Elle maîtrise plus bien que moi. Alors que moi, c'est surtout la classification, les encéphalopathies développementales et épileptiques. C'est ce que...
C'est une présentation PowerPoint. Oui, On n'a mais pas quand encore, tu vas procéder à la classification clinique, par exemple, de oui. la crise, il faut donner les recommandations pratiques. Le clinicien, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit analyser la crise pour pouvoir la classer en type de crise. Est-ce que je veux poser une question? Je Oui. pense qu'on est là tous pour apprendre et vraiment, votre but, c'est mon but. Oui. Alors, parce que comme ça, peut-être on peut se présenter avant, comme ça je sais qui est qui, parce que je suis toujours un peu en arrière. Moi, je ne connais qu'Inès. Alors, donc, qui est neuropédiatre ou neurologue ou épileptologue? C'est moi qui est neuropédiatre au service de neurologie pédiatrique. Alors, moi, je vous dis qui je suis. Donc, je suis une épileptologue pédiatrique et néonatale. Donc, je lis les EG, je suis épileptologue et neurophysiologue. OK. Amal? Donc, alors, moi, je suis le pédiatre. Je suis donc, en pédiatrie générale au service de réanimation pédiatrique. OK. Mais donc, vous voyez, réanimation pédiatrique, ça veut dire aussi réanimation néonatale. Oui, oui, tout à Donc, fait. vous On a voyez une les partie de nouveau-nés. néonates. On voit quelques nouveau-nés, oui. OK, parfait. Sihem? Oui. Donc, Ah, si ça vous m'avez dit la neuropédiatre. Dalel? Je suis une doctorante en génétique. OK. Donc, vous êtes plutôt généticienne. Surur? Oui, ESR dans le projet. Surur? Non, Surur ne fait pas partie de notre groupe. En fait, Surur, elle fait partie du groupe. OK, c'est pas grave. Alors, Mariem? Voilà. C'est juste, elle voulait assister avec vous. Oui, oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Mariem? Manel, moi je suis assistante en génétique. Manel Guérat, je suis assistante. J'ai compris. Parfait. Merci. Donc, absolument. Donc, Surur, non, elle n'est pas avec nous. Mariem? Si, je suis avec vous. Non, non, mais je dis, elle ne fait pas partie du groupe. Oui. OK. Partie de Et notre Amal? groupe. Bonjour tout le monde, donc je suis docteur en génétique, donc je suis biologiste, généticienne. Beaucoup de généticiens, c'est bien. Et Dalel? Doctorante en biologie, généticienne aussi. OK, parfait, j'ai compris. OK, donc finalement, il y a beaucoup de choses. La première partie, si vous voulez, dans le diagnostic, c'est entre Sihem et Amal. Vous voyez ce que je veux dire? Pas elle comme personne, mais la figure professionnelle. Au début, c'est la collaboration entre Sihem et Amal qui va permettre Dalel, Surur, Amal de travailler et de décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la première chose, c'est la reconnaissance du patient. Parce que vous avez la vaste majorité de nouveau-nés qui vont faire des crises parce qu'ils ont une hypoglycémie, une encéphalopathie post-ischémique, un AVC, une infection. Mais après, vous allez avoir une population plus petite, mais quand même importante, qui a besoin de Surur, de Amal, de Dalel pour entamer un trajet diagnostique. Mais donc, la première partie, c'est sur la sémiologie. C'est pour ça que j'ai dit Amal et Sihem, de voir si vous avez d'ici à quand on se voit, des vidéos, du matériel, des EG, des CFM, tout ce que vous avez. Et ce que vous n'avez pas, vous ne l'avez pas. Mais tout ce qu'on a, ça permettra de dire, voilà, ça c'est un patient qu'il faudrait discuter, qu'il faut entamer une démarche diagnostique avec Manal, avec Surur, avec Amal. Donc, vous voyez, donc ça, je pense que c'est important. Vous n'allez pas faire du test génétique à tout le monde. Et ce qui est SEEDS Project, c'est qui? En fait, c'est moi, Dr Kamoun. Donc, il y a moi et Hela. Hela, c'est le project manager et moi, c'est le neuropédiatre qui fait partie du vous êtes aussi consortium. neuropédiatre, vous étiez caché dans le SEEDS Project. OK, mais ça me fait plaisir parce que comme ça, je sais qui est qui. OK, voilà, on peut continuer.
Alors, je termine. Oui, allez-y, Siam. Oui, oui, s'il vous plaît. Pardon. Donc, après la confirmation étiologique, c'est qu'il soit hypoxo-ischémie qui est la cause la plus fréquente. Aussi la cause structurelle qui englobe tout ce qui est vasculaire et malformation cérébrale. Reste les causes génétiques, métaboliques et infectieuses et aussi la cause inconnue. Ces crises néonatales peuvent être dans le cadre d'un syndrome épileptique et pour le nouveau-né, on a deux grandes catégories. Ce sont les épilepsies self-limitées ou auto-limitées et les encéphalopathies développementales et épileptiques. Mais il y a aussi les étiologies spécifiques, les épilepsies à étiologie spécifique, qui sont la péridictionodépendance, la sulfite oxydase déficiency, tout ce qui est génétique avec des encéphalopathies associées à des gènes, à des causes monogéniques, à savoir QCM2, SCLC13A5, SCN2A, CDKL5, STX. Voilà. Pour cela, Oui. vous devriez avoir au moins avoir une expertise pour dire qu'est-ce qu'il peut nous faire penser ça ou qu'est-ce qu'il peut nous faire penser autre chose. Par exemple, dans les étiologies spécifiques. Parce qu'autrement, vous allez demander à Dalel, à Manel, à Sourour une quantité d'examens. Il faut utiliser les ressources de la meilleure façon. Et ça vaut partout. Ça vaut aux États-Unis, ça vaut ici, parce que plus vous demandez, plus vous payez. Donc, le bon médecin, c'est celui qui, au moins, il a une justification. Et il y a aussi le temps. Donc, plus vous êtes précis, et mieux c'est. Donc, par exemple, est-ce que vous avez vu des cas, vous avez mentionné lethal neonatal rigidity multifocal seizures. Donc, ça, c'est le BRAT1. Est-ce que vous avez vu des enfants comme ça? Est-ce que vous en avez eu dans votre expérience? Oui, on a des patients avec épilepsie, avec crise migratoire. Okay. Non, migratoire, oui, mais la dernière, est-ce que vous avez des patients avec ça? Létal néonatal, la dernière, laquelle? Létal néonatal rigidity? Oui, le gène s'appelle comme ça. Je parle aux généticiennes. Hein? Ah, ok. Non, je ne pense pas qu'on Moi, non. on a la connaissance de... Moi non. Que c'est mon fils, désolé. J'ai vu? Non, mais absolument, mais c'est normal. C'est 6 heures du soir. Si vous avez des patients avec ces étiologies spécifiques, moi j'en ai, donc évidemment je vais amener, mais on peut aussi discuter quelles caractéristiques cliniques, quelles caractéristiques EG peuvent vous aider, nous aider à dire c'est plutôt ça ou c'est plutôt l'autre chose. Parce que, et je parle généticienne, dire qu'on va faire un WES, un séquençage des omes à tous les nouveau-nés avec crise, ça, ce n'est pas, on ne peut pas proposer ça. Personne, aucune administration va dire oui. Donc, il faut qu'on affine, on refine nos capacités de diagnostic électroclinique. Effectivement, parce que selon notre expérience, par exemple, à l'hôpital, pour les épilepsies néonatales précoces, on en a des cas de péridioxinodépendance qui sont plus importantes que par rapport à d'autres régions de la Tunisie. C'est très intéressant parce que Voilà. moi, j'en ai vu, moi j'ai travaillé en Italie, à UCSF aux États-Unis et maintenant je travaille en Belgique. J'ai travaillé au Bambino Gesù pendant longtemps, par exemple. Il y a une très grande unité de maladies métaboliques. Je pense en tout,
j'ai vu en 20 ans 3 enfants. Donc, ce que vous dites, c'est une chose vraiment Sur un intéressante. délai de, je dirais, on a fait une thèse, c'est-à-dire sur moins de 10 ans, on a eu plus que 15 cas. Ah, et qui l'a faite? Entre nous et l'équipe de néonat, et c'est professeur Farfer qui est membre du projet CID. En fait, on a une mutation hotspot, et donc on cherche cette mutation à chaque fois qu'on suspecte une pyridoxinodépendance, bien sûr après le test à la B6 3 jours de suite. Si vous pouvez lui demander si vous pouvez partager cette thèse, par exemple, moi, ça m'intéresserait beaucoup de discuter ça. Comme ça, c'est un échange. Ouais. Et maintenant, on peut la faire par le service de génétique pour le diagnostic. Donc, on a une mutation. Oui, non, mais c'est sûr, mais ça m'intéresserait de voir votre thèse. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Je pense que vous devriez le publier. Oui. Donc, si vous avez du matériel, portez-le parce que peut-être on peut aussi discuter de ça. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, je pense ici qu'on doit insister sur la pyridoxinodépendance, voilà, en tant que première étape. Absolument. Donc, ça, on va aborder. Je vous en prie. Pardon? Allez-y. Non, avancez, hein, moi j'écoute. Ah oui, je n'ai pas écouté. Donc, comme vous avez dit, on ne va pas demander des tests pour tous les patients. Il y a des critères cliniques, des critères d'alerte et des critères exclusifs pour chaque pathologie ou bien pour chaque maladie de façon spécifique. Et je vous montre quelques tableaux pour les critères diagnostiques des épilepsies autolimitées néonatales. Les critères diagnostiques aussi de quelques encéphalopathies, des encéphalopathies épileptiques et développementales. Les critères diagnostiques des crises d'épilepsie infantile avec des crises migratoires focales. Les critères diagnostiques pour rechercher la mutation de KCNQ2. Aussi les critères diagnostiques pour les épilepsies à débit précoce vitaminodépendants et pour les critères diagnostiques pour les encéphalopathies épileptiques et développementales liées aux mutations CDKL5, de même pour la mutation PCDH19. Donc, et de façon générale, face à une crise néonatale, on a une approche diagnostique clinique qui englobe l'histoire familiale, la présentation clinique, le G vidéo, l'imagerie, le bilan métabolique et le génétique. De même, il faut traiter toute crise néonatale. Donc, les crises peuvent être spécifiques pour chaque pathologie, comme vous avez dit, telles que la pyridoxinodépendance, c'est la pyridoxine et supplémentation en pyridoxine et lysine. De même, par exemple, pour la KCNQ2, on commence par la carbamazepine et le phénétoïne. De même pour l'épilepsie néonatale autolimitée. Pour les encéphalopathies épileptiques ACN2A, on commence par la carbamazepine et toute pathologie avec un traitement spécifique. Mais de façon générale, en néonatologie, les traitements les plus utilisés sont les phenobarbital, les phénétoïnes, lorazépam, diazépam, clonazépam. Ça, je pense qu'il faut revoir. Donc ça, vous pouvez mettre… on doit prendre un par un et le faire devenir nôtre. Donc, il faut discuter. Je ne sais pas d'où ça vient cette photo, mais c'est un peu dépassé. Donc, ça, on peut discuter de chacun et voir avec votre expérience ce que vous pensez et comment on peut l'utiliser au mieux. Ok, oui. Vous avez raison. Donc ça il faudrait qu'on sorte avec quelque chose produit par nous. Voilà. Oui, ok. Bon, sur le plan clinique, comme vous avez dit,
Il y a le problème, c'est pour le diagnostic positif. Les éléments qui peuvent orienter une pathologie plus qu'une autre qu'on doit détailler. L'âge de début et l'âge de considération qu'il s'agit d'une crise néonatale. Et est-ce que pour tous les patients, on va faire une imagerie, un test génétique ou bien un bilan biologique? C'est ce qu'on va détailler aussi. Quel est votre avis? Je pense que vous parlez du traitement. Du traitement et du diagnostic. Le diagnostic, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'exemples à revoir ensemble. Okay. Une fois le diagnostic, on essaye d'utiliser le médicament anti-crise qui est le plus approprié pour le diagnostic. Donc, essayons de faire avec les nouveau-nés ce qu'on est habitué à faire avec l'enfant plus grand et avec l'adulte. Alors, je pense qu'il faudrait prendre ça tel qu'elle est et on va travailler avec une autre dia égale, mais qu'on va, si vous voulez, mettre à jour avec ce qu'on sait maintenant. Par exemple, la lignocaïne ou l'idocaïne, vous devez savoir comment l'utiliser. Les néonatologues souvent n'aiment pas. Donc, il faut discuter chacun de ce médicament et le mettre où c'est plus approprié selon le diagnostic. Et aussi mettre peut-être ce que les équipes en Tunisie ont l'habitude d'utiliser aussi. Donc, il faut voir avec Amal, elle doit vérifier avec la néonate, l'ARIA pédiatrique, ce qu'ils utilisent en première intention et pourquoi, avec les justifications. Et trouver le meilleur médicament pour chaque étiologie. Un peu, vous savez que si un enfant de 7 ans a une absence, vous lui donnez de la dépakine. Si un enfant a des crises focales cloniques, voilà, vous lui donnez peut-être du Tegretol. Donc, il faut essayer de faire quelque chose un peu plus personnalisé, un peu plus dirigé sur l'étiologie. Oui, tout à fait. Merci. Donc, il nous reste la deuxième partie EEG qui sera présentée par ma collègue. Voilà, donc Rim qui nous rejoint, donc qui n'était pas présente au début. Donc Rim, c'est l'électrophysiologiste, elle va présenter la partie EEG. Bonjour, je m'excuse pour ce retard, j'ai fait une confusion d'horaire entre 17h et 18h. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Pas de problème. Donc là, je vais partager l'écran. Donc c'est bon, est-ce que c'est partagé? Pas encore. Pas encore. C'est bon, voilà. C'est bon. Donc, Rim, si tu permets, donc il faut présenter le plan tout d'abord en général. Et s'il y a des points dans le contenu, il faut poser des questions bien précises. oui, j'ai fait une diapositive à la fin de cette présentation pour poser les problématiques que j'ai rencontrées. Parce qu'on s'est promis pour 1 heure de réunion, on est à 45 minutes. Je vais essayer de faire trop vite, donc je ne vais pas tarder. Donc, au début, je me présente, donc c'est Dr Kamodrim, spécialiste en physiologie et en exploration fonctionnelle. Donc, nous sommes un service qui est polyvalent. On faisait de la neurophysiologie, on fait de l'EEG pour les nouveau-nés, mais aussi nous sommes un service, donc on fait d'autres explorations. Donc là, je me suis intéressée par la place de l'EEG dans les crises néonatales. Et pour répondre donc à cette question, je me suis référée à ces articles-là. Principalement, je me suis référée aux 2 derniers papiers de l'ILE qui ont été proposés en 2021, celui qui s'intéresse par les crises néonatales et l'autre article qui s'intéresse par la classification syndromique néonatale et chez les enfants. Pour tout ce qui est EEG, je me suis intéressée justement aux guidelines de l'American Clinical Neurophysiology Society, publié en 2011,
celles qui sont publiées en 2013 et même en 2007. J'ai utilisé également d'autres articles que j'ai trouvés pertinents, comme la dernière méta-analyse qui a été publiée en 2019 en ce qui concerne les crises néonatales et la corrélation entre les crises électrocliniques et l'étiologie. Donc, pour passer au vif du sujet, là, l'EG joue une place très importante dans les crises néonatales. Et chose très importante à savoir en tout ce qui est crise néonatale, c'est qu'on s'intéresse principalement par l'âge post-menstruel. Ce n'est pas l'âge chronologique et on parle donc des nouveau-nés à terme si l'âge post-menstruel est entre 37 et 44 semaines d'aménorrhée. Tout ce qui est inférieur à 37, là, ce sont des nouveau-nés prématurés. Donc, parmi les indications de l'EEG dans les crises néonatales, certainement l'EEG, il est nécessaire pour le diagnostic positif des crises néonatales. C'est celui qui va porter le diagnostic d'une crise néonatale, indépendamment de l'étiologie. Est-ce que c'est une crise dans un cadre symptomatique aigu ou c'est une crise dans le cadre d'une épilepsie? N'importe de l'étiologie. Donc, c'est l'EEG qui va porter le diagnostic positif. D'ailleurs, avant, on classe les crises néonatales en 3 groupes, soit des crises cliniques seulement, soit des crises électrocliniques, soit des crises électriques, mais avec la compréhension… Je n'utiliserai pas cette dia, elle est dépassée. Oui, c'est vrai. Avec l'évolution, là, on s'est aperçu que l'EEG, c'est celui qui va définir la crise néonatale. Excuse-moi, Arim, je rappelle, c'est des guidelines pratiques, c'est-à-dire tu vas mettre les recommandations. Rim, vous avez des images, vous avez des EG néonatales à montrer? Oui, et là, dans cette présentation, je n'ai pas mis. Donc là, parmi les critiques que j'ai fait ici, je n'ai pas mis des iconographies. Oui, je trouve que c'est intéressant. Donc là, j'ai essayé de mettre les indications donc, de l'EEG. Donc là, c'est pour le screening, le dépistage. Et là, j'ai mis les populations à risque. Pourquoi le screening? J'ai fait la 3e indication de l'EEG, c'est pour le monitoring. Après, comment faire un EEG dans le cadre, donc, pour dépister une crise néonatale? Donc là, ce qu'on utilise, c'est que ce qui est recommandé, soit d'utiliser l'EEG conventionnel, soit l'amplitude intégrée comme alternative. Donc, ce qui est recommandé, donc, c'est le conventionnel vidéo EEG. Et j'ai mis donc cet algorithme de l'ILAE. Mais pour nous, pour tout ce qui est amplitude, là, en Tunisie, à ma connaissance, on n'a pas la technique d'amplitude intégrée de l'EEG. Donc là, on s'est focalisé sur l'EEG conventionnel. Techniquement, comment procéder à l'EEG? Donc, j'ai mis ces 2 guidelines de l'American Clinic of Neurophysiology qui recommande d'utiliser au moins 12 électrodes et celle française, les recommandations françaises. Nous, dans notre service, on utilise 8 électrodes avec des électrodes polygraphiques et l'EMG. Donc, ce qu'on utilise, ce sont les recommandations françaises. Excuse-moi, Rim, juste un instant, et là, je demande l'avis de professeur Roberta. Ici, c'est-à-dire si dans le service, ils ont l'habitude de travailler avec 8 électrodes, ils n'ont pas avec 12, donc ils vont justifier le choix, par exemple, dans les recommandations, d'utiliser 8 électrodes, d'associer la polygraphie EMG. Ça dépend. Alors, moi, je pense que si vous avez 8 électrodes, c'est déjà bien. Je pense que le grand changement se fait avec des machines, avec l'EG maintenant qui est digital, de faire des enregistrements prolongés qui durent des jours, donc des heures. Et donc, ce n'est pas vraiment indispensable d'avoir l'EMG. Ce n'est pas indispensable d'avoir 12 électrodes, mais ce qui est le plus important, c'est la durée. Vous pouvez mettre 8 électrodes, mais faites des EG prolongés. Une demi-heure, une heure, ça ne suffit pas. Voilà, il faut mettre on fait 8 EEG. Oui, on fait 8 EEG en suivant donc les recommandations françaises avec des électrodes EMG et ECG. Donc, ce qu'on fait dans notre service. D'accord. Rim, je parle toujours, je reviens. C'est qu'on doit faire l'électrode. Il faut penser toujours au texte que tu vas écrire sur les recommandations. Oui. C'est-à-dire, voilà. Oui. Et non pas dire… tu fais un choix avec un justificatif. Oui. J'ai mis les 2 recommandations, mais nous, on suit les recommandations françaises. Donc, ce que je vais écrire dans le protocole, ce sont les recommandations françaises. Voilà. Ce qu'on utilise dans notre service. Et ce que tu proposes pour les autres, de l'appliquer. D'accord? Oui.
On utilise donc l'électrode CZ parce que c'est intéressant. D'une part, c'est pour objectiver donc les points positifs rolandiques d'une part, mais aussi il y a certaines crises qui sont limitées au niveau CZ, au niveau central médian. Donc pour la durée, donc ce qui est recommandé en première alternative, c'est de faire un EEG très prolongé, jusqu'à même 24 heures, même plus. Comme alternative, c'est minimum 1h30. Réellement, dans notre service, ce qu'on utilise, c'est un EEG conventionnel de durée 1h30 maximum. On ne peut pas faire un EEG prolongé pour les nouveau-nés. On n'a pas. Donc, vous voyez, donc on sait que les enfants avec encéphalopathie hypoxique ischémique peuvent avoir des crises, des états de mal entre la 10e et la 20e heure de vie. Si vous faites un EEG d'1 heure, oui. Ça veut dire que la majorité de ces enfants ne vont pas être diagnostiqués. Je pense que c'est mieux d'avoir un CFM, un Amplitude Integrated EEG, pour 3 jours. C'est beaucoup mieux pour l'enfant plutôt d'avoir qu'un EEG de 60 minutes. Le problème, docteur Chir, ce sont les moyens. On n'a pas les moyens de faire un EEG prolongé. Ça, mais alors, utilisez un CFM. Donc, et là, le protocole qu'on suit pour les enfants nouveau-nés qui présentent donc des manifestations cliniques. Donc là, pour les enfants qui sont manifestations cliniques, qui présentent donc ce qui appartiennent à la population à risque, donc les patients qui ont des encéphalopathies anoxo-ischémiques, comme le Dr Chil l'a dit, il faut mieux de faire donc un EEG prolongé. Donc, ce sont les recommandations. Et là, parce que l'EEG, donc si on ne faisait pas donc les EEG prolongés, on risque de sous-estimer donc les crises de 65%. Donc 65% des crises peuvent être sous-estimées si on ne fait pas des EEG prolongés. Et malheureusement, c'est notre situation. On fait des EEG qui sont de durée maximum 1h30. Donc là, on risque de ne pas justement objectiver les crises néonatales. Comment interpréter l'EEG dans ce cadre? Donc, justement, l'interprétation de l'EEG dépend donc de l'âge post-menstruel du nouveau-né. Là, on a 2 approches, interpréter donc l'EEG critique et deuxièmement, l'intercritique et l'activité de fond. Tout ce qui est critique, donc la définition, c'est la définition d'une crise épileptique. On sait qu'elle est, donc c'était un sujet donc de controverse, elle a posé beaucoup de questions. Avant, on utilisait celle de l'American Neurophysiology de 2013 qui limite donc qui exige comme durée minimale d'une crise 10 secondes. Actuellement, on suit la nouvelle définition de l'ELO 2021. Donc, il y a juste ce qui nous intéresse, c'est le caractère évolutif, indépendamment de la durée. Donc, on n'exige pas une durée de 10 secondes parce qu'on sait très bien que certaines crises comme les myoclonies, comme les spasmes, peuvent avoir comme une durée inférieure à 10 secondes. Un autre problème qui a été posé, ce sont les brief rhythmic discharge, qu'on peut les retrouver au niveau de l'EEG. Excusez-moi, vous avez des exemples de ça, parce que ça, vous êtes en train de faire un cours théorique. Si vous le répétez à 30 personnes, à 60 personnes, ça ne les avance à rien dans les néonatales. Et oui, on a des exemples dans notre service, oui, c'est sûr. Je vais les intégrer. Donc, des exemples d'EEG, oui, on a. Mais c'était le principe de faire une petite recherche bibliographique. C'est pourquoi je n'ai pas intégré les EEG. Donc, l'objectif, c'est de faire, comme si la première séance, c'est de faire une mise au point, une recherche bibliographique. Puis, c'est pour ces raisons-là que je n'ai pas intégré donc, les… J'ai compris. Oui. Donc, on interprète la localisation. Une chose très importante, c'est que les EEG, donc des crises néonatales, le début, il est toujours focal. On ne peut pas parler donc des crises bilatérales synchrones généralisées. Le début, il est toujours focal. Et lorsqu'on parle dans notre interprétation d'une crise diffuse, c'est-à-dire c'est une crise qui est asynchrone, parce qu'on ne peut pas trouver des crises synchrones. Donc là, pour la morphologie, on sait très bien que la morphologie, donc, elle dépend de type de crise. Les crises toniques, on trouve généralement des activités rapides. Les myoclonies, soit des pointes ondes, surtout au niveau central. L'activité focale, le rythme recrutant focalisé et les spasmes épileptiques avec l'association donc de ces 3 patterns comme chez l'enfant. Et surtout, ce qui nous intéresse également, c'est la corrélation avec la clinique. Donc, c'est pourquoi on exige donc une vidéo
un EEG VDU. Donc, si la décharge électrique, la crise électrique, elle est corrélée à des crises là, on parle d'une crise électroclinique, soit des crises électriques seulement, donc des charges électriques sans manifestation clinique, et c'est une crise qui est souvent rencontrée chez les enfants prématurés ou dans le cadre des encéphalopathies anoxo-ischémiques. Elle est très fréquente. Là, on a vu beaucoup de cas comme ça. Et donc, pour les crises, donc là, on également justement Je suis vraiment désolée, je pense que je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était cette réunion. Moi, je pensais que c'était une réunion organisative pour voir comment on s'organise pour le cours de mai. Mais moi, je dois partir. Je ne pensais pas qu'on allait faire tout ça. Moi, voilà. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est aider. Je l'ai dit à Sarah, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente. On peut aborder ça. On a fait un programme. On peut avoir une organisation. Donc, vous portez du matériel, etc. Et moi, je ne peux pas faire des réunions d'ici à mai. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Je ne sais pas comment ça a été organisé. Je regarde pour vous, qu'est-ce que c'était ça c'est quelque chose que vous faites probablement dans le site, mais ça c'est un cours, c'est un webinaire, moi je ne peux pas faire ça. Oui, c'est ce qu'on a dit pour le groupe, c'est de préparer les guidelines et c'est pour la discussion. Ce n'était pas le but de présenter des cours ou une revue de la littérature parce que déjà ça a été fait auparavant. Et donc, il faut écrire le guideline, chose que vous n'avez pas faite, parce que le guideline, ça doit être un document Word. Et c'était le but de voir le plan, comme on a fait pour les autres groupes. Donc, c'était un document Word. Et on a discuté le plan, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, comment justifier le choix, et non pas de revoir le contenu des présentations. Moi, je pense que c'est plus difficile, et ça, je comprends, c'est plus difficile que les autres présentations. On a moins l'habitude, le nouveau-né est le plus difficile de tout. Et si vous voulez, c'est pour ça que les premiers guidelines de l'ILAE arrivent. Il y a des guidelines pour les enfants plus grands et pour les adultes depuis 1982. Et les premières guidelines arrivent seulement en 2021. Donc, je comprends que ça, c'est plus difficile. Mais ce que j'ai compris de ce groupe où j'ai accepté d'aider Sarah et Mathieu, c'est que c'est un peu un train de trainer. Donc, il faut avoir du matériel pour que les gens apprennent à se familiariser avec des crises chez les nouveau-nés. Si vous parlez des births, ça c'est tellement difficile que ou vous avez bien clair, vous les avez vus et vous pouvez en discuter, mais sinon, vous n'allez pas aider vos collègues, surtout qui s'occupent de nouveau-nés. Vous n'allez pas aider les néonatologues, vous n'allez pas aider les pédiatres qui sont les premiers, les néonatologues sont les premiers qui voient ces enfants. Donc, à mon avis, moi, je pense que le travail le plus grand, c'est de se familiariser avec des nouveau-nés, avec des crises, d'avoir des vidéos, d'avoir des enregistrements, de les revoir, d'apprendre à les classifier. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à classifier un enfant de 7 ans qui fait des absences. Vous connaissez la partie EG, vous connaissez la partie clinique, vous connaissez le traitement. Mais pour les nouveau-nés, vous avez besoin d'apprendre à les classifier, à dire ça c'est un mouvement paroxystique non épileptique, ça c'est une crise et ça c'est une crise qui est due à quoi. Donc, et en ce qui concerne la durée, vous avez présenté des guidelines modifiés par la Tunisie en disant que l'EEG c'est le gold standard et alors vous faites 50 minutes ou 60 minutes ou 90 minutes. Si vous devez connaître la pathologie, si vous êtes en train de enregistrer ou monitorer un nouveau-né qui a eu une hypoxie-ischémie, c'est mieux que vous mettez 4 électrodes pour le CFM et que vous monitorez pendant 2 jours plutôt que mettre 8 électrodes pendant 1 heure. Donc, ce qu'il faut connaître,
c'est comment elles sont les crises chez les enfants avec encéphalopathie hypoxique ischémique. Donc, par exemple, le timing des crises. Si vous enregistrez un enfant qui a souffert à la naissance et vous l'enregistrez après 3 jours, c'est trop tard. Les crises surviennent entre la 10e et la 10 et 20 heures de vie. Alors, c'est le timing des crises. C'est le travail qui a été fait, par exemple, si vous voulez voir. Donc, ça, c'est les papiers, à mon avis, qui sont utiles pour ça, pour le timing des crises dans l'encéphalopathie hypoxique ischémique. Aussi, Boylan a publié sur ça. Donc, si vous connaissez vos patients, vous savez que si vous avez un enfant avec une suspicion de K5Q2 bénin ou même un K5Q2 sévère, vous pouvez faire un EG d'1 heure et demie. Parce que les enfants avec K5Q2, surtout les sévères, font 30 crises par heure. Mais si vous avez un enfant avec une encéphalopathie hypoxique ischémique et vous voulez savoir s'il fait des crises ou pas, vous devez le monitorer, même de manière plus simple, mais pendant plusieurs heures. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut travailler plus. Oui, et ça, une fois que vous avez le matériel, ensemble, on va faire d'abord la partie clinique, après la partie EG, ou avant la partie EG, après la partie clinique, et puis on va demander de l'aide aux généticiens, aux biologistes. Mais nous, on doit déjà, comme cliniciens, avoir déjà fait un morceau du travail, parce que c'est ça que vous allez devoir apprendre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être quelque chose qui sert. Si vous regardez les guidelines qui ont été faits en Italie, celle comme premier auteur Robertino Di Lena que vous avez montré, et ça c'est des guidelines de 2021 ou 2021. Si vous les mettez à côté des guidelines de l'American Clinical Neurophysiology Society en 2011, il y a 10 ans, mais vous voyez que celles américaines parlent d'EG prolongés, sont tous des EEG monitoring. Tout le monde fait des monitorings qui durent 48 heures, 72 heures, 3 jours, 4 jours. Mais si vous voyez la version italienne est plus adaptée à la réalité italienne. Donc, ils disent, OK, pas tout le monde peut faire les monitorings comme ils sont habitués à faire aux États-Unis. Donc, nous, on intègre avec l'amplitude intégrée d'EEG. Mais l'amplitude intégrée d'EEG, c'est inutile si vous suspectez une épilepsie à commencement néonatal. Par contre, c'est très utile si vous avez un enfant qui a fait un AVC, surtout un enfant qui a fait une HAI ou un enfant qui a fait une hypoglycémie. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend du patient. Oui, c'est ça. OK? Oui, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas, pour la partie génétique, s'ils ont déjà préparé comme ça une revue de la littérature, je pense que ça ne sert à rien de Oui, la la même revoir. chose. Oui, l'objectif de la réunion, c'était pas bien clair pour nous. La même chose, biblio. Non, c'était Et clair, ça, je comprends, parce que le nouveau-né est plus difficile que des autres âges. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les pédiatres. Vous pouvez avoir des pédiatres qui sont à l'aise avec tous les âges, mais si vous les mettez dans une réanimation néonatale, ils ne sont pas forcément à l'aise. Donc, je comprends que c'était un peu comment on aborde ça. Je pense que la façon de l'aborder, c'est de façon pratique et puis de faire des guidelines, mais basés sur le patient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit commencer par les patients, par nos cas cliniques, puis justement les EEG et la clinique, et puis on aborde la partie génétique. C'est ça, docteur? Oui, moi je pense que d'abord, vous devez reconnaître et savoir comment on monitore, quel est le risque de faire de crise d'un enfant avec AVC, quel type de crise, l'enfant avec HAI. Vous l'avez dit, vous avez montré la première dia et vous avez dit les enfants avec HAI
ont des crises subcliniques. Mais Oui, vous c'est devez ça. savoir quand ces crises surviennent. Si les crises surviennent entre le pic, c'est entre 10 et 20 heures de vie, et vous faites un EG à 6 heures de vie pendant 1 heure, vous manquez Ça sert à complètement rien. l'enfant avec état de mal. Oui. Alors, c'est mieux, si on ne peut pas faire un EG prolongé, OK, c'est mieux alors de faire un CFM, mais qui dure 2 jours. Oui. Est-ce que le fait de répéter un EEG conventionnel de façon espacée, de le répéter au lieu de faire un monitoring, de faire un EEG de façon répétitive, un EEG Oui, conventionnel. cela, Est-ce que c'est une ça vous solution? ça vous aide pour l'évolution de l'activité de fond, mais ça ne vous aide pas pour le diagnostic des crises. Oui. D'accord, donc je pense c'est clair. Donc les idées maintenant sont beaucoup plus claires. Oui. Professeur Roberta, si vous avez des papiers à envoyer, donc vous pouvez les envoyer à Ella, le project manager. Elle va les diffuser pour chaque groupe et après, on pourra fixer une réunion juste avant le séminaire pratique. Et là, c'est vous qui m'avez envoyé le Le lien. lien pour la réunion. OK, Oui. parfait, je vais faire ça. L'email Seed Project. Parfait, je vais faire ça. Ok. Voilà, donc sinon, merci beaucoup Je vous Merci remercie. à vous. pour tous les commentaires et pour le temps qui a été